dans les personnes qui étaient inscrites. Peut-être pour vous dire que, en préambule, que nous allons enregistrer la réunion pour, les personnes qui ne sont pas présentes et qui sera donc disponible en replay. Donc voilà comme information. Pour commencer, donc bienvenue à ce premier, enfin ce qu'on va appeler les flash méthodos, de l'AMI, donc démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Donc l'idée, c'est de faire des petits flashs, méthodologiques sur certains sujets, enfin techniques ou autres, qui peuvent vous intéresser. Donc là, on profite de la parution du nouveau règlement général et financier, sur la phase de réalisation qui est harmonisé pour les 3 vagues, qui est donc, compléter notamment des aspects de passage en phase de réalisation, pour donc commencer ces petits flashs méthodologiques et donc vous permettre ainsi de connaître un peu ce format où l'idée c'est d'interagir donc et n'hésitez pas à poser toutes vos questions notamment pour qu'on puisse y répondre. Je vais commencer à partager la présentation. Donc l'idée, c'est de vous représenter là globalement le règlement général et financier que vous avez eu, il y a maintenant 1 mois, par mail, par donc Manon Plouchard. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'idée c'est enfin voilà, que ce soit assez interactif, donc si vous voulez poser des questions au milieu de la présentation, c'est possible. Mais on aura de toute façon, un gros temps d'échange, à la fin de la présentation. Donc, je projette. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je mets en plein écran, ça a l'air d'être bon. Donc, pour commencer, donc par rapport à ça, donc vous présenter rapidement l'ordre du jour. Comme annoncé, l'idée, c'est donc de commencer par la présentation globale du règlement général et financier de la phase de réalisation, notamment sur les 2 aspects qui sont les modalités de passage des projets en phase de réalisation et ensuite les modalités financières de la phase de réalisation. Et ensuite, un temps, d'échange et temps de questions-réponses pour vous permettre de vous exprimer, sur, l'ensemble de ce règlement général et financier. Donc pour commencer, ce règlement général et financier propose donc de préciser l'ensemble du processus d'engagement en phase de réalisation. Et donc comme vous avez dû voir, il est d'abord proposé un ensemble, des principes généraux pour, le passage, devant le comité d'engagement entre phase de maturation et phase de réalisation. Donc pour vous représenter rapidement les étapes ici, l'idée est bien de solliciter la Banque des territoires pour, organiser le comité d'engagement, à la fin de la phase de maturation. Ce comité d'engagement doit avoir lieu, notamment avec la remise du rapport d'engagement dont on parlera, plus tard, sur un délai qui est défini par la convention, et au plus tard 18 mois après la signature, sachant que si le délai, qui est présent dans la convention est dépassé, il faut, valider, le délai donc, en lien avec la banque de territoire des territoires, dans le cas où vous en avez besoin. Après cette sollicitation, donc l'idée est d'organiser les étapes du comité d'engagement. Il y a, surtout donc à noter une audition du porteur de projet. On reviendra aussi sur son déroulement, juste après. Donc ensuite les réunions ne sont pas publiques et donc sont gérées donc en interne avec l'ensemble du comité d'engagement à la Banque des territoires pour, permettre de décider du passage ou non du projet en phase de réalisation. Ce que fait donc le comité d'engagement, c'est donc de valider ce passage à la fois au niveau du projet en tant que tel et à la fois au niveau des actions, qui sont proposées dans le démonstrateur, que vous présentez. Et donc le montant de la subvention associée est donc bien, validé par le comité d'engagement, pour ensuite saisi du comité interministériel décisionnaire qui là va valider, formellement la décision qui a été, proposée par le comité d'engagement sur, le passage ou non du projet de démonstrateur et sur les actions qui, sont considérées comme, appartenir au démonstrateur ou qui peuvent être mises de côté. Et tout ça donc sera notamment notifié par une décision Premier ministre. La dernière étape, après donc le passage de votre projet en phase, du coup, si le projet passe en phase de réalisation, c'est le conventionnement, qui a lieu, à la suite du coup de cette décision.
Ensuite, donc, ce qu'on voulait vous présenter et ce qui est précisé dans le règlement général et financier, c'est la composition du dossier d'engagement. Ce dossier d'engagement, il est à rendre 3 semaines minimum avant le passage devant le comité d'engagement. Et donc, il détermine ensuite le calendrier des instances, sachant que le but est de bien anticiper le passage en phase d'engagement, puisque les réunions sont organisées avec l'ensemble du comité d'engagement. Donc, l'idée est d'avoir un rétro-planning minimum 6 mois avant pour qu'on puisse au moins commencer à envisager le passage en comité d'engagement. En tout cas, les premières échéances qui nous permettront donc de bien pouvoir caler ensuite les dates de ce comité d'engagement. Dans ce dossier d'engagement, il y a donc plusieurs éléments. Le rapport d'avancement final qui reprend des éléments transversaux à l'échelle du démonstrateur et des éléments propres à chaque action, et qui est donc sur le modèle du rapport d'avancement que vous avez et que vous remplissez petit à petit au cours du projet. Ce rapport d'avancement doit faire 70 pages maximum avec les annexes. Il y a en plus de ces documents une maquette budgétaire détaillée de la phase de réalisation que vous devez rendre, une grille des indicateurs d'impact France 2030, donc comme celle que vous avez déjà remplie au tout début du projet, qu'il faut nous rendre dès la remise du dossier d'engagement, et un accord de consortium finalisé. À noter qu'on demande à ce qu'il soit signé pour la signature de la convention. Donc, à l'étape du passage en comité d'engagement, l'accord de consortium doit être bien finalisé pour ensuite n'avoir plus que les étapes de signature à effectuer lors du conventionnement. Pour ce qui est de l'audition, donc là où vous êtes sollicité pour présenter votre projet devant le comité d'engagement, cette audition, elle dure 1 heure et elle est séquencée en 2 temps. Donc, c'est assez simple, hein, une présentation de 10 minutes par le porteur de projet sur son projet, et le reste du temps, c'est des échanges qui permettent du coup d'avoir beaucoup de questions-réponses posées par le comité d'engagement. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de préparer du coup ces 10 minutes de présentation avec donc les représentants du projet démonstrateur qui seront présents. Elle a lieu en présentiel dans les locaux de l'opérateur, et donc pour les représentants du démonstrateur, un maximum de 5 personnes est possible. Pour aller plus dans le détail, et ce que présente le règlement général et financier, c'est comment va se prononcer le comité d'engagement par rapport à vos projets et par rapport à ce qu'on attend d'un démonstrateur territorial. De ce fait, il y a donc 2 niveaux d'analyse, comme on en parlait. D'abord, le niveau d'analyse au niveau du démonstrateur, qui reprend globalement les grands aspects d'un démonstrateur territorial, donc ce qu'on retrouve dans le cahier des charges de l'AMI. Et donc, et d'autres éléments, notamment sur le fait que le dossier soit bien cohérent avec le dossier déposé en phase d'AMI, que le projet soit bien mature et que la phase de maturation est bien permise justement de faire maturer le projet pour qu'il soit opérationnel en phase de réalisation. Et donc ensuite, plutôt des éléments, comme je disais, sur le projet en tant que tel, solidité de la gouvernance, notamment avec l'implication des collectivités territoriales, qui est un élément clé des démonstrateurs. Et ensuite, pouvoir présenter les ambitions du projet en termes de performance environnementale, sociale et économique, le fait que l'innovation soit bien présentée dans le démonstrateur, le fait que le projet soit solide financièrement, qu'il y a le potentiel de réplication qui soit bien identifié dans ce qui est présenté sur le démonstrateur. Et pour compléter, un point supplémentaire, c'est bien de prendre en compte les recommandations du jury et de montrer que le projet a bien cherché à répondre pendant la phase de maturation aux recommandations qu'a émis le jury. Donc ça, vous avez des critères qui sont plus précis dans le règlement général et financier. Là, c'est les grandes parties, on va dire, d'analyse, mais vous avez quelques éléments supplémentaires dans ce règlement général et financier qui vous précisent ce qu'on attend réellement d'un démonstrateur. À côté de ça, donc, après avoir analysé le démonstrateur dans son ensemble, les actions du démonstrateur sont aussi regardées avec des critères de sélection qui sont en lien justement avec la cohérence de ces actions dans le cadre du démonstrateur. Donc, notamment participer directement à la mise en œuvre du démonstrateur, contribuer à l'ambition générale du démonstrateur en indication avec le cahier des charges de l'AMI, et ensuite, notamment s'assurer que l'action contribue à enrichir aussi l'innovation du démonstrateur, donc que les actions soient bien innovantes en tant que telles dans le cadre du démonstrateur.
Et ensuite, un critère plus global sur les exigences qui sont demandées au niveau environnemental. Donc, les actions répondent bien aux critères relatifs au principe du DNSH. Lors de ce comité d'engagement, il sera présenté des réserves et recommandations par ce comité qui porteront à la fois sur le projet de démonstrateur et sur la sélection d'actions qui a été faite. Les réserves, elles sont contraignantes pour le porteur de projet parce qu'elles vont être à lever dans la vie du projet. Ça peut être des réserves qui sont placées dès la signature de la convention, sur lesquelles, par exemple, un document est manquant ou des explications sont manquantes, mais le comité d'engagement décide quand même de faire passer le projet en phase de réalisation sous réserve que ces informations sont bien données avant signature de la convention. Et on a aussi des réserves qui peuvent être placées plus dans la vie du projet, donc en lien avec les versements qui ont lieu de la subvention dans la vie du projet France 2030. Les recommandations, au contraire, elles sont émises et communiquées aux porteurs, mais plutôt dans le but de l'accompagner lors de la réalisation du projet. Donc, elles ne sont pas contraignantes, mais l'idée est vraiment de permettre en fait aux porteurs d'avoir quelques éléments de recommandation que le comité d'engagement se juge utile de lui apporter. Donc voilà, donc ça c'était globalement le principe de l'engagement. On a fait une petite frise pour vous réexpliquer un peu tout ça. Donc avec à partir d'un comité de suivi, l'idée c'est je ne l'ai pas rappelé, mais d'essayer de faire un comité de suivi en amont, au moins 2 mois avant le comité d'engagement, pour que la Banque des Territoires puisse vous accompagner dans la réalisation du dossier d'engagement et donc du passage de phase de maturation à phase de réalisation. Des allers-retours se font ensuite entre donc, la Banque des Territoires et le porteur de projet pour pouvoir donc, affiner ce dossier d'engagement qui est envoyé donc, ensuite formellement à la Banque des Territoires 3 semaines minimum avant le passage en audition. Et donc après, il y a l'audition et le comité d'engagement qui a lieu avec la validation officielle et la décision du Premier ministre qui finalise, on va dire, cette validation et à partir du moment à laquelle on peut vous annoncer du coup votre passage en phase de réalisation. À partir de ce moment-là, donc ensuite se déclenche le temps pour le conventionner et donc prévoir donc la convention de la phase de réalisation. Un élément, mais on reviendra après, c'est que donc le début d'éligibilité des dépenses de la phase de réalisation est permise donc à partir du passage en comité d'engagement, au niveau de cette réunion. Pour ce qui est donc de la deuxième partie du règlement général et financier, c'est donc de préciser les dispositions financières pour la phase de réalisation. Globalement, ce que permet ce règlement général et financier, c'est de vous rappeler les grands principes et donc de bien préciser le cadre d'éligibilité des dépenses, sachant que l'idée a été donc d'harmoniser les règlements généraux et financiers des 3 vagues de cette AMI pour la phase de réalisation. Donc, en rappel très global, donc ce que rappelle le RGF, c'est donc la subvention France 2030, elle est entre 2 et 10 millions d'euros à hauteur de 50% maximum des dépenses éligibles. La date d'éligibilité dont je viens de parler des dépenses, elle est à compter du passage en comité d'engagement, à compter que c'est à vous, enfin c'est le porteur du projet qui prend un risque à ce niveau-là parce que le temps que la validation du projet se fasse, il y a potentiellement des actions qui ne passeront pas dans le cadre du démonstrateur. Donc, si vous avez engagé des dépenses à compter de ce passage-là, elles ne seront pas éligibles, en tout cas dans le cadre du démonstrateur. Donc, comme je disais, une harmonisation des règlements généraux et financiers, notamment sur l'éligibilité des dépenses. On va en revenir juste sur la slide d'après. Et un détail donc des modalités d'attribution et de versement de la subvention. Donc, à noter qu'on a toujours 3 dates de versement avec un premier versement à la signature de la convention, un deuxième versement mi-projet et un dernier versement au solde de cette phase de réalisation, sachant que on vous propose donc des pourcentages les pourcentages sont fixés par le règlement général et financier de versement, que ces pourcentages peuvent être modulés, mais sous réserve d'acceptation du coup de la Banque des Territoires et donc sous réserve de validation de la part de la Banque des Territoires dans le cadre donc du conventionnement.
Donc pour finir, juste vous rappeler donc sur cette partie règlement financier, les dépenses inéligibles et les dépenses éligibles. Les dépenses inéligibles sont celles qui sont engagées juridiquement avant la date de passage en comité d'engagement, donc qui est le début de la date d'éligibilité des dépenses. Le fait que les dépenses les dépenses qui sont donc pas dans le périmètre des actions, sans lien direct avec le projet de démonstrateur. Donc ça, une analyse fine sera faite des dépenses que vous proposez par action, au-delà même de l'action en tant que telle. Et ensuite, 4 typologies de dépenses qui sont inéligibles, sauf caractère impérieux lié à la conduite des innovations prévues dans le projet, qui sont les dépenses pour l'acquisition de foncier, les dépenses d'immobilier et d'aménagement, les dépenses de réseau d'infrastructures et les dépenses de capitalisation d'entreprise. Du côté des dépenses éligibles, il faut bien distinguer les activités non économiques et l'activité économique. Donc, vous avez tous déjà fait une première analyse relative aux aides d'État sur vos projets. Donc, maintenant, la distinction doit vous être un petit peu plus claire parce que vous avez adressé une notice sur ce point-là. Mais du coup, dans le cas des activités économiques, ce seront bien les coûts admissibles qui sont définis par les régimes aides d'État qui seront pris pour valider du coup la partie dépenses éligibles. Globalement, dans les frais qu'on rattache aux actions et qu'on considère comme éligibles, c'est des dépenses de prestations intellectuelles dans le cadre de la réalisation du projet, les dépenses de personnel, les dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement et les frais généraux dans la limite de 8% du financement France 2030. Donc, ce qu'a permis ce règlement général et financier notamment, c'est d'harmoniser les règles sur les dépenses de personnel pour les 3 phases d'engagement. Voilà, donc l'idée était de faire une présentation assez rapide pour avoir un grand temps de questions. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser les questions. Je suis disponible avec toute l'équipe pour y répondre. Oui, alors une question de Madame Campois. Oui, bonjour Élodie Campoy, premier projet fantastique, première vague. J'ai une petite question concernant les dépenses de personnel. Du coup, il y a pas de plafond, limité à 25 Il y a pas de plafond. Elles sont éligibles dans le sens où c'est sur du temps homme passé sur le projet au prorata et donc avec une validation par attestation de mise à disposition de la personne sur le projet. Pour autant, à noter quand même là-dessus que la phase de réalisation est bien une phase opérationnelle qui a pour but notamment de mettre en place l'investissement du projet. Et donc, il n'y a pas de plafond, mais le comité d'engagement sera quand même assez attentif à la proportionnalité des genres de dépenses dans le projet, dans le cadre justement de la mise en œuvre opérationnelle du projet. D'accord, merci. Monsieur Guyot. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On vous a déjà posé la question, mais si vous pouvez, je vais la reposer devant tout le monde. C'était la question de l'analyse compatibilité d'État qui, dans le processus, survient à la fin, en fait, après le comité d'engagement, hein, si je me rappelle bien la lecture du règlement général financier. Et nous, on avait évoqué la possibilité d'avoir une analyse hantée de cette compatibilité aide d'État des demandes de subvention pour ne pas se retrouver finalement être en porte-à-faux au moment du passage en commission d'engagement. Donc voilà, donc on avait évoqué la capacité de revenir vers vous, je ne sais pas, dans un comité hanté, comité d'engagement pour faire cette analyse. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Vous m'avez entendu? Je sais, tu veux que je réponde, Maud, ou vous avez Oui. des éléments? Vas-y, Lorelai, je te laisse, on complétera si jamais. Ok. Bonjour à tous et tous. Je pense moi, je connais pas la majorité des porteurs. Donc, Lorelai Pesson, je suis responsable juridique et évaluation pour l'ensemble des mandats à la Caisse des dépôts. Sur ce sujet des analyses aides d'État, je vous avoue que c'est l'analyse ex ante, on l'a testée sur des autres démonstrateurs de la ville durable. Le sujet, c'est que potentiellement, l'analyse aide d'État, vous l'avez vu pour la première phase, elle est très précise. Elle fait vraiment du ligne à ligne en fonction de votre projet. Et le principe du comité d'engagement, c'est que potentiellement, il y a des réagencements, il y a des diminutions de financement ou certaines réorganisations pour revoir l'ambition du projet, ou plutôt d'une action, etc. Et en fait, quand on a essayé de faire des analyses d'État ex ante,
vu qu'il y a eu quelques modifications pendant le comité d'engagement, ça a obligé nos services juridiques à refaire l'analyse aide d'État ex post. Donc en fait, nous, ça nécessite une double analyse on n'a pas, nos équipes n'ont pas la bande passante. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être fait. Et pour autant, après, on pourra discuter en interne ou ce qui est une petite réunion de cadrage ou ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une réunion, un point d'1 heure avec nos équipes, nos responsables concurrence, pour vous aiguiller sur les gros points et vous conseiller à peu près sur la structuration, ce qui leur paraît tout à fait OK, ou au contraire, s'il y a un vrai problème sur une action, on pourrait réorienter, mais ce ne sera pas une analyse terminée en ex ante parce que ça fait une double analyse pour nous. D'accord. Mais ça, du coup, Maud, Florian, Manon pourra en discuter, mais un point d'1 heure, ça peut se faire pour dégrossir. Merci, J'ai une Laurélie. deuxième question, si je peux embrayer, c'est un peu sur le même sujet. C'est une question qu'on vous avait posée aussi, Maud, c'était sur la question, finalement, quand on regarde le règlement général financier sur l'éligibilité des dépenses, et quand on regarde des régimes aides d'État qui nous ont été indiqués pendant notre phase de maturation pour valider notre plaquette, nous, c'était le régime SA 108-057 sur la coopération dans le domaine agricole. Comme on vous disait, ce n'est pas forcément les mêmes rubriques, on ne voit pas forcément les dépenses éligibles ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, il peut y avoir des dépenses qui sont éligibles dans le régime aide d'État et qui n'apparaissent pas forcément dans le règlement général financier. Donc notre question était, qu'est-ce qui prévaut au final dans la construction de notre budget? Est-ce que c'est le règlement financier du programme ou un mix des deux, les règlements des aides d'État, des régimes? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Maud, désolée, je ne le connais pas par cœur, hein, le RGF. À mon sens, les dépenses de foncier, elles sont exclues pour vous encore ou pas? Oui. Alors, on a des dépenses qui sont inéligibles, dont foncier et dont aménagement, notamment. En fait, les dépenses qui sont explicites, voilà, donc les dépenses qui sont les coûts en fait, c'est très simple, c'est que ce qui est dans le règlement général et financier, c'est contractuel, OK? C'est le SGP nous dit: «On peut financer ça, on peut financer ça». Ce qui est dans les coûts admissibles des régimes, c'est légal, donc ça a une portée normative plus importante. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Dans les faits, c'est les coûts admissibles qui prévalent, mais on exclura quand même les coûts fonciers s'ils sont permis par les régimes. Parce que c'est la directive qui nous est donnée par le SGPI. Mais après, globalement, la totalité Maud, ce que je comprends, en fait, tout est éligible, sauf le foncier. Donc, Ouais, donc je peux vous remettre la slide. En gros, on a, c'est dans l'autre sens. Bon, je vous la remettrai après, mais on a 4 grandes dépenses qui sont inéligibles, sauf caractère impérieux lié à l'innovation de la dépense. Pour autant, c'est plutôt ce qui sera lié au surcoût de l'innovation sur ces dépenses-là qui pourraient être mobilisées. Mais notamment, en effet, à part ça, c'est plutôt les coûts admissibles qui seront considérés. Et notamment peut-être, parce que je connais cet exemple et on peut en donner un, par exemple, sur les réseaux d'animation d'agriculteurs, dont, il me semble que c'était là-dessus où vous aviez vu qu'il y avait des règlements qui peuvent financer ce genre de dépenses, et ce n'est pas explicitement écrit dans le RGF. Pour autant, ça peut être en effet des dépenses qui sont intéressantes dans le cadre des projets de démonstrateurs. Ok, merci. Monsieur Beaufort. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je représente le démonstrateur Dynamo. Je vais revenir sur les dépenses. C'est un de nos grands sujets. Moi, je trouve que, alors, il y a quand même une nuance. Vous dites, il n'y a que le foncier qui est exclu. Quand on regarde même la slide que vous avez passée avant, il n'y a pas que le foncier. Il y a l'immobilier, il y a les aménagements et il y a les réseaux d'infrastructures. Tout ça est pondéré par le caractère impérieux. Et là-dessus, nous, on demande des éclaircissements. Et c'est vrai que je comprends que c'est compliqué de définir un caractère impérieux a priori. Néanmoins, il y a cette modulation-là. Mais ma question, c'est surtout, quelle différence vous faites? Il me semble que dans la typologie des dépenses, c'est quand même problématique, en tous les cas pour nous, de faire la part des choses. Parce que, admettons, le foncier, on voit bien où ça commence, où ça finit. Mais l'immobilier, les aménagements, quelle différence vous faites avec les équipements et le matériel?
d'autant que pour certains équipements, certains matériels, il faut faire des aménagements. D'autant que pour positionner certains matériels, certains équipements, il faut faire des investissements dits immobiliers ou en tous les cas de seconde œuvre. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on met réellement dans les dépenses éligibles sous l'intitulé dépenses d'investissement? Alors, nous, typiquement, on a un démonstrateur où on va avoir de l'innovation systémique et qui va porter avec elle des dépenses d'aménagement liées à l'innovation, des dépenses d'équipement qui nécessitent du second œuvre, voire par moment un peu de gros œuvre. L'analyse contrefactuelle, on en a déjà parlé avec Florian Marie, elle va être compliquée dans notre cas. Donc c'est en tous les cas pour nous un gros souci parce qu'on voit beaucoup de nos dépenses qui sont dans inéligibles. Même si on conçoit que le foncier, on n'a pas de discussion là-dessus, on conçoit bien que les démonstrateurs ne sont pas faits pour ça. Le gros œuvre, on considère que là aussi, contrefactuellement, on peut l'écarter. Mais les aménagements, moi, j'ai du mal à voir où ça commence, où ça finit, et comment on peut exclure ça de l'innovation. Voilà. Je pense que ça va dépendre. Je ne sais pas si le Relate a peut-être plus d'éléments sur en tout cas les termes et où ça s'arrête entre investissement, etc. Ça va dépendre en fait au cas par cas de ce que vous proposez dans le plan. Ce qu'on veut, c'est pas faire de la construction des murs, etc. On ne veut pas en effet faire l'acquisition de son foncier, etc. Sur les réseaux d'infrastructure, c'est la même chose. C'est pas le rôle d'un démonstrateur territorial d'aller vers ce genre de dépenses. Pour autant, si votre dépense est justifiée et correspond à de l'innovation par rapport à votre projet, ça sera en effet analysé. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans le cas où vous avez des difficultés, en tout cas entre de définition par rapport à telle ou telle dépense, que vous nous liez passiez directement et que du coup, on puisse analyser avec vous si ces dépenses rentreront ou non dans le cadre de ce qui est éligible ou pas. Ouais. En fait, je rejoins Maud et on est désolé de ne pas pouvoir avoir une vision plus précise et je comprends à quel point ça peut être embêtant, mais l'esprit du texte qui est la lecture des services du Premier ministre, enfin de l'État là-dessus, c'était qu'à la base, c'était vraiment tout ce qui est plan d'investissement d'avenir, maintenant devenu France 2030, c'était vraiment de financer de l'innovation. Donc, foncier, vous avez bien compris pourquoi. Immobilier, aménagement, c'était un peu pareil. C'était l'idée de dire, en fait, effectivement, il faut peut-être faire tomber 3 cloisons et acheter 4 bureaux pour le projet et ça peut faire sens dans un truc d'innovation, mais ils ne voulaient pas que l'argent de l'État serve à ça. Donc après, c'est ce que dit Maud, si vous arrivez ensuite donc pas le foncier pur et l'immobilier pur en soi, mais si ensuite, c'est ce que disait Maud, si on le raccroche à une activité d'innovation pure dans le cadre d'une action qui fait sens dans le cadre de votre projet, effectivement, il y a un flou entre l'équipement, l'invest et l'aménagement et ce sera avec discussion de votre chargé de projet et en prouvant le caractère innovant de la totalité de l'action qu'elle pourra être rendue éligible ou pas. Si Ouais. c'est bien ce que tu disais aussi, Maud, en fait. Enfin, c'est qu'on sait que la limite est ténue, elle nous est imposée et après, ça ne pourra pas être de l'aménagement pur ou de l'immobilier pur, mais s'il y a une corrélation avec une action forte qui est de l'innovation, ça se discutera. OK. C'est entendu. Je ne sais pas si Madame Campbell, vous avez encore une question ou c'était la main levée de tout à l'heure. Sinon, Geoffrey, je vois que tu as levé la main. Ouais, merci Maud. Geoffrey Pastureau, donc terre de transition, pardon, pour le PAT La Rochelle-Onisray. Je me posais la question sur des crédits qui pourraient être inscrits en phase de réalisation, mais qui ne seraient pas directement en lien avec une action portée et poussée en phase de maturation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais je préfère poser la question dès maintenant. C'est-à-dire si vous avez en effet identifié lors de toute cette phase de maturation qu'il y a plutôt un domaine d'action que vous n'aviez pas identifié et qui serait intéressant à mener dans le cadre de la phase de réalisation. Ouais, mais qui n'aurait pas été étudié finalement en phase de maturation, quoi. C'est-à-dire c'est possible. ouais.
C'est possible. Il faut montrer toutefois que cette action est prête à être menée sur le terrain, qu'elle soit vraiment opérationnelle et qu'elle complète bien le projet que vous avez de démonstrateur et en quoi, du coup, elle s'insère par rapport à ce que vous aviez proposé lors de la première phase de l'AMI sur votre projet. On n'acceptera pas des actions qui semblent complètement hors sol par rapport à la première mouture de votre projet. Il faut bien qu'on soit en lien avec ce que vous avez déposé pour la phase AMI du projet. Pour autant, si vous arrivez, grâce à la mise en contexte que vous avez pu faire dans la phase de maturation, de montrer que telle ou telle action pouvait être pertinente, elle sera étudiée. Ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément acceptée. En tout cas, elle sera étudiée par le comité d'engagement qui lui, aura du coup son mot à dire sur le fait que est-ce que cette action a vraiment vocation à participer à ce projet de démonstrateur ou est-ce qu'elle est plutôt hors sujet par rapport au démonstrateur. Ouais, c'est très clair, merci. En fait, il faut que ça s'intègre dans la logique du démonstrateur, pas forcément dans la logique de continuité avec la phase de maturation. C'est ce que disait Maud, je ne sais pas si vous m'entendez bien. L'idée, c'est aussi que ce soit une action, on est en phase de réalisation, donc que ce soit bien une action qui soit réalisée. Si c'est sur une action qui n'a pas du tout été étudiée en phase de maturation et qui mérite encore des études potentiellement en phase de réalisation, ça paraît plus compliqué de l'inclure dans la phase de réalisation et le jury, les experts, les engagements sera d'autant plus sévère et regardera de façon plus fine, savoir si cette action peut entrer dans le cadre de la phase de réalisation. Très bien, merci pour vos réponses. Raphaël Lebeau. Oui, bonjour. Je suis là au titre du consortium Terrasol, du coup, sur Montpellier. J'avais une question. Donc, moi, je représente la FRC Occitanie. On est chef de file de la phase de maturation, vraisemblablement pour la phase de réalisation aussi. On se pose une question sur, on est une structure associative, donc on se pose la question sur le risque en fait lié à des partenaires qui seraient défaillants, qui auraient bénéficié d'une partie de la subvention et qui ne seraient pas en capacité de la rembourser sans avoir pour autant, sans être en capacité de justifier des dépenses réalisées. Et en fait, pour être plus précis encore, on est en train de fixer les règles entre membres du consortium pour les justifications les remontées de dépenses. Et les justifications pour les reversements de la subvention. Et je voulais savoir en fait quel était le niveau de justification attendu. J'ai lu dans le règlement financier qu'il y avait des faire certifiés par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable la réalité du budget réalisé. Est-ce qu'il y aura des contrôles aussi sur pièces plus précis et si oui, à quel niveau en fait? Sur le risque, peut-être, Lorelai, je te laisse. Du coup, alors, je commence par les justifications oui, chaque dépense doit être certifiée selon les règles de votre structure. Enfin, c'est-à-dire, s'il y a un établissement public dedans, une collectivité, on sait que ce ne sera pas forcément un CAC, ou un commissaire aux comptes, donc ça, c'est selon votre structure. Sur la justification des pièces, oui, les équipes, les chargés de projet qui vous suivent pourront vous demander, après ça, Maud, tu compléteras, mais une facture acquittée, des choses comme ça sur échantillonnage parce que nous, on a un devoir de contrôler la bonne utilisation à l'euro près. Donc je ne vous dis pas que ce sera fait, sur chaque, bouchon de stylo acheté, mais dans les faits, si nous, demain, on a la Cour des comptes qui descend, il faut qu'on soit en mesure de montrer qu'on a fait les vérifications nécessaires, qui ne sont pas forcément exhaustives, mais souvent échantillonnées. Et alors après, sur le risque sur vos partenaires, on sait que c'est un sujet qui est complexe. Donc nous, on est en relation uniquement avec le porteur de projet et à ce titre-là, on a la convention, qui nous lie à vous et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de clauses qui sont, protectrices et qui peuvent faire un peu peur. C'est pourquoi, en fait, la chose qu'on vous recommande, c'est que toutes les clauses contraignantes qu'on vous met, nous, dans la convention, Caisse des dépôts porteurs de projet, vous les, répercutiez ensuite avec chacun de vos membres. Donc soit dans l'accord de consortium au global, soit dans vos conventions de renversement en plus, que vous faites et comme ça, contractuellement, vous êtes protégés. Donc on vous conseille de faire juste de la clause miroir pour être sûr que s'il y a un problème, dans tous les cas, vos partenaires soient engagés contractuellement à vous rembourser, à l'euro près en ayant juste transféré, en fait, vos obligations vers vos partenaires. Donc vraiment, je vous conseille je sais pas, je pense que vous avez des crédits, d'ingénierie, notamment juridiques, mais c'est vraiment prendre le contrat, votre contrat que vous avez avec nous
et de reprendre le même et de le faire soit dans l'accord de consortium, soit dans vos contrats de reversement, et comme ça, vous êtes couverts. Après, si potentiellement demain, la personne est en faillite et ne peut pas vous rembourser, on parle dans des actions contentieuses qui me dépassent, mais dans tous les cas, contractuellement, vous serez couverts si vous faites des clauses miroirs. Ok, très bien, merci. Et Mais Maud, peut-être je te laisse peut-être préciser, ouais, par contre, sur le contrôle des dépenses, comment vous fonctionnez dans votre équipe, Oui, précisément. merci, mais ça va être en effet ça le but. Vous avez distribué un petit récapitulatif de ce qu'on attendait comme justificatif des dépenses. Donc, on attend globalement, de toute façon, le bilan que vous avez à la fois dans la convention et du coup qui est certifié. Ce qui est demandé, c'est qu'on ait bien, en gros, un état récapitulatif des dépenses par bénéficiaire, qui donc là est en effet déjà certifié par l'agent comptable, qui est disponible donc par bénéficiaire, et qu'ensuite on ait un rapport final d'exécution du projet qui soit du coup disponible pour le porteur du projet, et qui soit du coup le chapeau où il y a ensuite présent toutes les déclinaisons des fiches par bénéficiaire. Donc ça c'est ce qu'on attend de vous, et donc voilà, comme disait Lorelai, de toute façon on aura en effet un contrôle, nous, qu'on fera de manière aléatoire sur certaines pièces par rapport au fichier de solde que vous nous présenterez sur cette partie-là. Bon après-midi, à bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Geoffrey. Oui, désolé. C'est plus en termes de peut-être une petite préconisation par rapport à l'accord de consortium. Il faut combien de temps avant le dernier comité de suivi il faut le présenter, enfin, voilà, pour qu'on soit suffisamment confortable en amont du comité d'engagement. Enfin, est-ce qu'il y a des lignes un peu directrices de votre côté ou libre arbitre? Nous, ce qu'on attend, c'est que cette fois, contrairement à ce qui a été possible pour la phase de maturation, on avait accordé du coup une possibilité de signer l'accord de consortium après signature de convention sous un certain délai. Ça, on ne l'autorisera pas pour la phase de réalisation, dans le sens où la phase de maturation vous permet notamment de travailler sur cette partie d'accord de consortium pour la phase de réalisation. Et donc, on considère que l'accord de consortium doit être prêt à être signé pour la signature de la convention. On ne demande pas à ce qu'il soit signé pour le passage en comité, mais qu'il soit bien finalisé pour que tous les aspects soient établis à ce niveau-là. Pour autant, après, on n'a pas de préconisation particulière sur le moment de nous le présenter. Nous, après, c'est de toute façon, l'accord de consortium, c'est un document que vous constituez, vous, en interne de votre consortium, avec l'appui juridique que vous avez soit externe, soit au sein de vos structures. Mais voilà, nous, ce qu'on attend, c'est en tout cas être sûr qu'on ait un document qui soit finalisé pour être prêt à être signé pour la convention. Oui, Madame Loubeau-Bersin. Oui, bonjour, Madame Loubeau-Berson pour le projet A. Je m'excuse, je ne mets pas ma caméra, j'ai très peu de bonnes passantes. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais une question qui concernait les dépenses de personnel, donc c'est une bonne nouvelle qu'elles soient déplafonnées. Est-ce qu'il y a toujours la notion d'additionnalité sur ces charges de personnel? Non, elle n'est plus présente dans le règlement. Merci beaucoup. Et une autre question, on évoquait tout à l'heure la possibilité avec vos équipes de dégrossir l'analyse d'aide d'État. Dégrossir, ça veut dire on va jusqu'où? Pour nous, la question qui se pose, c'est celle du choix du règlement d'exemption, qui, si j'ai bien compris, peut aussi varier d'une ligne à l'autre. Donc dégrossir, en fait, on va jusqu'où? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une aide au choix des différents régimes qui s'appliqueront à notre maquette budgétaire? Alors, je vais juste rebondir sur les dépenses de personnel. Alors oui, l'additionnalité n'existe plus. Après, comme toutes les autres dépenses, il faut qu'elles soient dûment justifiées et l'affectation au projet existe. Donc, il faudra bien une compta analytique à ce titre-là, des fiches de poste, etc. Sur l'analyse d'aide d'État, écoutez, moi, je suis plus l'équipe concurrence, mais dans les faits,
on va voir avec eux quelle offre de service on peut vous faire sur ça. Dans tous les cas, effectivement, enfin, on sait très bien que le régime, on sait très bien que vous n'êtes pas des experts aides d'État et on sait à quel point c'est compliqué. Donc, faites vos meilleurs efforts sur le régime. Dans tous les cas, les juristes qui reprennent vos dossiers, si le régime n'est pas adapté, ils le changent. Donc, vous pourrez en discuter, à mon sens, avec eux lors du point pour voir si vous êtes dans le bon et si ça correspond au taux d'intensité. Ils sont en train aussi de se former sur les régimes agricoles spécifiques. Mais vraiment, je vous le dis parce que j'ai fait des analyses d'aide d'État avant. No stress sur le régime que vous visez si ce n'est pas le bon parce qu'ils le remplaceront et ils vous aiguilleront sur ce qui, un, sera légalement juste et deux, ce qui vous permettra d'avoir le maximum de financement possible en respectant la règle. Donc, vraiment, l'intérêt dans vos tableaux aides d'État, c'est vraiment de détailler votre action. Enfin, un juriste qu'il a besoin pour comprendre et faire une analyse d'aide d'État, c'est de comprendre l'action, donc à quoi elle sert, à qui elle bénéficie, l'écofinancement, et pour qu'en un coup d'œil, il puisse réussir à appliquer le régime qui est le bon. Mais voilà, tentez, dégrossissez comme vous pouvez sur les régimes, mais vraiment remplissez juste minutieusement votre action, à quoi elle sert, pourquoi elle est faite, quelles sont ses finalités et l'écofinancement. Et après, les juristes, ils feront leur travail dessus, quoi. Mais déstressez-vous là-dessus. Donc, je pense que le call, c'est plutôt si vous faites un point avec des juristes concurrents, c'est plutôt pour dire bah oui, peut-être là, vu le descriptif que vous avez fait, peut-être que le régime c'est pas le bon. Vous pourrez peut-être plutôt aller vers celui-là qui vous permettra tel financement. Enfin voilà, ce sera plutôt un peu d'ingénierie, mais ce ne sera pas une analyse finale. Mais voilà, juste mon message, c'est pas d'inquiétude, remplissez sur le littéral, le fond, votre projet, ce que vous connaissez, et le régime, c'est pas un souci. Merci. Donc d'abord, Raphaël Legault. Oui, ouais, je reviens sur la question du coup des clauses miroirs et de l'accord de consortium. Est-ce qu'on peut se baser sur la convention de la phase de maturation en se disant qu'on sera à peu près sur le même type de clause pour Ouais, rédiger ça? Ouais. Oui, je réécris Ok. pas les conventions à chaque Non, mais phase très et à bien. chaque Ok, appel à ok. projet. Donc c'est Parfait. vraiment le même. Le seul truc qui change, c'est le littéral, les préambules et les visas, donc vous vous en foutez. Mais toutes les clauses et les obligations que vous aviez sur une phase maturation avec des montants à 300 000 seront les mêmes sur des montants à potentiellement plusieurs millions. Ok. Donc vous pouvez vraiment vous baser là-dessus, hein. Oui, et pour autant, je complète la convention de la phase de réalisation et sortira très prochainement. Donc, vous pouvez vous appuyer dessus, mais en effet, c'est les mêmes clauses sur ces parties-là, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Et donc, Monsieur Guyot. Ah, on ne vous entend pas. Je crois que votre micro est coupé. Oui, je disais merci de rassurer sur l'analyse d'État. Mais je reviens quand même sur ce sujet-là, malgré tout, parce que le régime coopération agricole, par exemple, subvention aux grandes entreprises, il demande à ces mêmes entreprises de fournir un argumentaire comme quoi ce qu'ils mettent en réalisation n'aurait pas pu être généré sans la subvention demandée. Donc, on a l'impression quand même qu'il faut fournir des analyses assez poussées sur ce régime-là pour effectivement se garantir de l'éligibilité aux dépenses demandées. Donc j'entends bien ce que vous dites. Ça peut être, c'est très rassurant de se dire, on a des juristes qui vont au dernier moment nous aiguiller vers le bon régime. Mais quand on regarde celui-là en particulier qui nous paraissait très adapté à notre projet, parce que c'est un régime sur la coopération au domaine de l'agriculture, eh bien, on voit des choses assez lourdes et on se dit, si on n'a pas anticipé auprès de nos partenaires pour les alerter qui préparent effectivement les argumentaires, au final, si c'est bien le régime qui est utilisé, ça peut être embêtant de se retrouver à un moment de la signature de la convention et avoir ce type de dossier. Alors nous, on juge lourd, mais on a peut-être une mauvaise lecture. Non, alors le point que vous dites, qui est de dire, votre point, c'est de dire, il faut que la subvention permette de réaliser un projet qui n'aurait pas pu être fait sans la subvention. C'est ça votre point? Ok, alors ça, je vous rassure, c'est commun en fait à toutes les aides d'État. C'est peut-être plus marqué dans celui-là, c'est ce qu'on appelle l'effet incitatif. Oui, c'est ça. Mais c'est une condition commune dans tous les régimes d'exemption, donc autant pour les régimes hors agricole, RGEC. Nous, pour faire simple, c'est la raison pour laquelle vous avez une date de départ des dépenses éligibles, ce qui nous a permis de neutraliser le sujet. C'est-à-dire que vu que vous n'avez pas engagé la dépense avant d'être passé en comité et ou donc d'avoir le financement, on estime que ce critère de l'effet incitatif est automatiquement rempli.
Donc, vous n'avez pas de justification particulière à amener. Je suis désolée, c'est un peu technique, mais par exemple, ce critère-là, vous ne regardez pas. Vraiment, sur les régimes, je sais qu'ils sont lourds et qu'ils sont pénibles. Et alors, vraiment, moi, j'ai jamais fait du régime agricole. Donc, je les connais mal, mais c'est à peu près tous pareil. Globalement, ils sont normalement bien définis sur les objets. Donc, regardez-vous vraiment l'objet, les finalités. C'est pour ça que je vous dis, dans vos tableaux aide d'État, détaillez la finalité parce que les juristes, eux, ils connaissent l'objet du régime. Et en fait, ce sera un jeu de match avec l'objet de votre action. Mais voilà, sur tous les critères préalables qui vont être, est-ce que c'est une aide d'État, est-ce que c'est de l'argent public, est-ce qu'il y a un effet incitatif, est-ce que tout ça, vous inquiétez pas, c'est un sujet de masse qu'on a essayé de baquer au mieux et majoritairement tous les critères, l'effet local, tout ça et tout, on a tout balayé en interne avant. Donc focalisez-vous vraiment sur l'opérationnel et le contenu du projet. Ok, merci. René? Oui, bonjour, René Butin, je représente le consortium Ceinture Verte. Je pensais que j'aurais pas de questions, mais on m'en a posé une ce matin. Ce nouveau règlement général financier réautorise le matériel d'occasion. Quels justificatifs sont attendus pour l'acquisition de matériel d'occasion? Concrètement, Ce sera une facture, ouais, ce sera une facture de toute façon par rapport à l'équipement que vous allez avoir. Donc, une facture. Ok. Voilà. La structure qui m'a posé la question se projetait sur acheter du matériel à éventuellement un particulier et se disant, bah, j'aurais pas forcément une facture d'un particulier. Mais donc, la demande, c'est quand même qu'il y ait une facture entre les deux ou un contrat. Enfin, voilà. Il faut une facture à acquitter, ouais. Facture acquittée. Très bien. Ouais, en fait, on sait que si vous l'achetez en particulier, c'est compliqué, mais en fait, comme je vous disais, on est très contrôlé sur la réalité de la Bien sûr. dépense et le fléchage de l'argent public. Donc, il nous faut une facture acquittée. Et je vous le dis, les devis, du coup, ça marche pas. Oui, j'imaginais bien. C'était pas la... Peut-être, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu parallèle, répondre, parce qu'on s'est posé aussi la question en tant que chef de file sur la question d'avoir dans le sein de notre consortium des acteurs plus fragiles et qui pourraient éventuellement faire défaut. Je peux témoigner qu'on a répondu à la question justement sur la partie ne payer pas forcément d'acompte, mais payer sur présentation des factures acquittées de nos partenaires pour ne pas avoir, entre guillemets, à avancer de l'argent qui ne sera jamais remboursé. Voilà, c'était un témoignage. Merci. A-t-on d'autres questions? On ne dirait pas. Donc, on a presque utilisé toute l'heure qu'on s'était accordée là pour ce point sur ce nouveau RGF. N'hésitez pas si ça vous amène des questions a posteriori à nous joindre, notamment en lien direct avec vos projets, donc soit Florian, Manon ou moi. Et donc, encore merci à tous d'avoir été présents. Merci Lorelai pour avoir aussi pu répondre à des questions très précises et techniques. Et du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.